Marine, tu viens? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, tu m'as dit on fait une vidéo sur la voiture. Non mais pas dessus, une vidéo sur le sujet quoi. Ah! Oh là là. Hello les amis! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui vous intéresse beaucoup. Vous nous avez posé beaucoup de questions donc sur Instagram et sur TikTok. C'est l'achat d'une voiture en Australie. Mais avant de commencer, petit disclaimer, parce qu'en Australie, il y a plusieurs états et chaque état a sa propre réglementation. Donc réussir à démêler le vrai du faux a été assez compliqué. Nous on a acheté notre voiture du coup dans le Western Australia, donc on pourra très bien vous en parler. Pour les autres états, c'est vrai qu'on s'est beaucoup renseigné. On a rencontré des personnes du coup qui avaient acheté leur voiture dans les autres états, donc on a pu un petit peu discuter avec eux. Donc on a essayé de faire vraiment un condensé d'informations. Il manque peut-être des choses comme Jérém vient de dire, donc dans ce cas-là, sentez-vous libre de le dire dans les commentaires justement pour que ce soit plus complet tout simplement. Bon allez, assez parlé, on commence la vidéo, c'est parti. On va commencer par la question que se pose tout backpacker qui arrive en Australie. Est-ce qu'il faut acheter une voiture? Et c'est une question qu'on s'était même pas posée en arrivant, c'était clair et net, on n'achètera jamais de voiture. Non, parce qu'on avait peur tout simplement. Déjà tu connais pas, tu peux avoir des problèmes. Puis y a des frais, il y a l'essence, donc nous on l'imaginait absolument pas. Et on a été obligé de prendre une voiture tout simplement pour s'assurer d'avoir un endroit où dormir. Oui, un endroit où dormir et puis surtout un travail parce qu'on ne trouvait pas et au bout de 2 semaines on s'est dit c'est bon stop, on va acheter une voiture, on va se déplacer directement et peut-être que ça nous aidera. Les gros avantages d'acheter une voiture, c'est que déjà ça vous permet de dormir dedans, donc si c'est un 4x4 ou un van ou même une voiture classique. Plus de liberté. Donc, voilà, plus de liberté et surtout de faire des économies dans le logement. Ça nous a bien aidé. Par contre, c'est vrai que de notre côté, il faut accepter, si jamais vous êtes en ville, de payer les péages, notamment si vous êtes sur la côte est, de payer les parkings, c'est galère, les bouchons. Donc bon, c'est vrai qu'on vous recommanderait pas du tout, si jamais vous vous trouvez en ville. On a vachement galéré, on a payé des centaines de dollars dans le vent, quoi. Alors là, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'où vous voulez aller, de ce que vous voulez faire, vos plans, et surtout de si vous vous trouvez dans l'Est ou dans l'Ouest de l'Australie. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a réfléchi. Il faut savoir que dans l'Ouest de l'Australie, donc je pense au Western Australia et dans le territoire du Nord, vous avez certains parcs nationaux qui sont accessibles uniquement en 4x4. Et franchement, je pense que les plus beaux endroits qu'on ait fait, notamment les dunes. Notamment les dunes en van. Juste ici ou là, je sais plus. Mais vraiment une expérience incroyable qu'on n'aurait jamais pu faire avec un van. Après, ça dépend aussi de vos besoins en termes de confort. Vous avez souvent un petit coin cuisine, donc s'il pleut, vous pouvez cuisiner. Alors que nous, on a la cuisinière avec le gaz. Mais du coup, on ne peut pas cuisiner dans le coffre parce qu'on a déjà toutes nos affaires. Je dirais qu'un van est plus confortable. Mais un 4x4 vous emmènera partout. Là, on est sur la côte est de l'Australie depuis quelques temps. Avoir un 4x4, c'est pas vraiment utile dans la mesure où toutes les routes sont goudronnées. Même c'est la galère le soir, vu que nous, on essaie de dormir dans des endroits, bon, on a pas forcément le droit. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous de trouver un endroit vu qu'on a la tente sur le toit et que du coup il faut vraiment trouver des endroits cachés. Alors dans le van c'est plus simple, donc là aussi c'est à réfléchir. Puis ça dépend aussi de votre budget parce que ça revient quand même plus cher d'acheter un van tout équipé ou alors la solution c'est de l'acheter pas équipé mais du coup faut être faire vous-même, donc faut être un petit peu bricoleur et surtout avoir du temps. Là encore, ça va vraiment dépendre de vos goûts, mais surtout de votre budget. Donc en 4x4, les modèles les plus achetés par les backpackers, vous allez avoir le Mitsubishi Pajero, donc le nôtre. Ensuite, vous allez avoir le Nissan Pathfinder, le Nissan Terrano, le Ford Explorer. Et puis après, pour les plus gros budgets, si on avait pu d'ailleurs, on en aurait pris, c'est les Toyota Land Cruiser et les Nissan Patrol. On aurait bien aimé, mais on n'avait pas le budget. On n'avait pas le budget, mais en fait, c'est les... À l'époque, on l'a toujours pas, je raconte. Mais en fait, ils sont hyper hauts et vous pouvez vraiment aller partout avec. Après, bon à savoir aussi, vous avez la possibilité de faire rehausser votre 4x4. Donc nous, on l'a pas fait parce que on avait absolument confiance en notre Pajero. On savait qu'il allait nous amener partout et il nous a amené partout. Malgré ce que certains peuvent dire par rapport au Pajero, nous, sans regret. Mais alors, les gars, sans regret du tout. En modèle de van, on pourrait un petit peu moins vous en parler puisqu'on connaît pas trop. Mais en général, les vannes qui reviennent le plus, vous allez avoir le Toyota Ice, le Mitsubishi Express et c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Ah oui, et le Graal, ça c'est quelque chose qu'on aurait bien aimé aussi avoir. On hésite beaucoup entre un 4x4 et un van. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un 4x4 van? Et ça, ce serait incroyable, c'est ce qu'on aurait aimé avoir. Mais il faut vraiment avoir le budget, ça coûte entre 15 et 20 000 balles, je crois, pour avoir un truc vraiment, un truc en bon état, quoi, avec pas trop de kilomètres. C'est le Mitsubishi Delica. Alors, si vous avez le budget, foncez. Celle qu'on vous recommanderait le plus, ça serait la marketplace de Facebook parce qu'il y a pas mal d'Australiens qui mettent leur véhicule en vente. On avait plus confiance à l'acheter à un Australien. Ouais, qu'à des backpackers.
Parce que c'est vrai qu'on a entendu des histoires dans les auberges qui nous ont fait un peu peur. C'est clair, ouais. Il y a des backpackers qui sont pas honnêtes. Après, vous allez me dire, c'est pareil partout. On peut très bien tomber sur un Australien malhonnête aussi. Mais bon, il y en a qui veulent vite rentrer en France et qui l'entretiennent pas forcément. Ouais, déjà qu'ils l'entretiennent pas parce que mine de rien, ça coûte de l'argent parce qu'il faut l'entretenir tous les 10 000, c'est pareil partout. Ou alors, il y en a qui font peut-être pas exprès. Ouais, voilà. Peut-être qu'ils oublient, ils peuvent oublier de te dire que la voiture, elle joue une culasse, quoi. Ouais, ou alors qu'elle a une petite fuite, quoi. Ensuite, vous allez aussi avoir les auberges de jeunesse avec de nombreuses annonces qui sont postées sur les murs, des backpackers qui mettent leur véhicule en vente, Gumtree. Donc ça, c'est l'équivalent du Bon Coin en France. Et ensuite, vous pouvez aussi chercher sur les groupes Facebook. Donc vous en avez un paquet, on va vous en mettre un petit peu là-haut. Là, vous allez surtout pouvoir trouver des véhicules tout équipés. Et puis ensuite, vous allez avoir 2 sites internet, donc un qui s'appelle Car Sales et un qui s'appelle Cars Guide. Et la réponse est oui, vous pouvez négocier. Des fois, vous allez voir à la fin des annonces, ou même au début, qu'il y a écrit ONO. En clair, ça veut dire que c'est non négociable en théorie. C'est vrai que nous, elle était affichée ONO, donc non négociable, comme il vient de dire. Mais on a quand même réussi à faire baisser le prix de 1 400 $. Et une question qui est beaucoup revenue, comment on a négocié? Alors là, c'est pas compliqué. Déjà, vous lui dites que vous avez l'argent en cash, que vous pouvez vous déplacer maintenant, et ça c'est très important. Dès que vous voyez une voiture qui peut vous plaire, allez-y, mais de suite. Même s'il faut faire 2 heures de train, vous y allez parce que croyez-nous, ça part très très vite. On s'est fait avoir 2 fois comme ça, mais bref, c'est pas le sujet. Si, bah si, on peut raconter. Oui, c'est vrai, on peut raconter. N'attendez pas parce que cette voiture, on a galéré pour la voir. On en avait repéré 3 avant d'acheter celle-là. La première fois, je crois qu'on montait dans le tram pour aller voir la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Sujet sensible. Et le mec nous envoie un message et nous dit elle est partie, elle est vendue. Sorry guys, la voiture est vendue. Et la deuxième fois, alors je pense que c'est la pire. La deuxième fois c'était le pire. Un sketch. On en est encore traumatisé pour vous dire. La voiture avait l'air vraiment bien déjà parce qu'elle était toute aménagée. On l'essaye, au début on doute un peu et puis après en réfléchissant on se dit ok, elle il nous la faut. Vraiment il y avait tout dans la voiture, elle était full équipée. Et voilà, on essaye la voiture, on se projette, on s'imagine déjà sur les routes australiennes. Vraiment on va la voir, on lui dit on la veut. Et là elle nous dit attendez, j'appelle ma pote. Je dois appeler mon ami. Après 10 minutes de conversation au téléphone, qu'on commençait à comprendre qu'il y avait un petit peu anguille sur roche, elle nous dit mais finalement ma pote l'achète. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Normal, tout ça pour vous dire que déplacez-vous. Donc au final on s'est déplacé. Il y avait 2-3 petits problèmes, notamment un petit problème avec la porte qu'on a fait réparer ensuite, mais c'était pas grand chose. On lui a dit que qu'il y avait ça, qu'on allait avoir tel frais. Voilà, c'est ça. Faut quand même faire attention avec ça parce que si derrière il y a plein de gars qui attendent pour voir la voiture aussi et que vous êtes là en train d'énumérer tous les défauts, il va vous dire mais les gars, moi juste après. Si vous n'êtes pas content, la porte elle est juste là quoi. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les yeux doux parce qu'on était des pauvres petits backpackers qui venaient juste d'arriver en Australie. On n'a pas beaucoup d'argent. Voilà, on n'avait pas d'argent. On les a un peu attendris. C'était vrai après. Voilà. On n'avait pas non plus. Oui, on roulait pas sur l'or. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on roule toujours pas sur l'or. Oui, c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. Ça dépend, encore une fois, ça dépend. Est-ce que t'es bricolo, est-ce que tu l'es pas? Nous, perso, on n'était pas forcément hyper bricolo. On a quand même acheté pas équipé. On l'a quand même acheté pas équipé. Dans l'ensemble, il faut compter un plus gros budget forcément pour une voiture tout équipée parce qu'on ne dirait pas, mais ça coûte super cher d'équiper une voiture. On dirait pas, hein. Nous on pensait pas. Hein. Tout le monde disait oui, équipez-la vous-même, ça coûte moins cher. Mais quand tu l'as équipé comme on l'a équipé, les gars, vous n'êtes pas prêts. Hein. Puis il faut se dire qu'on a acheté que du neuf. Et ça nous a bien servi parce qu'on a eu des petits problèmes et au final, garantie. Hein. Si vous êtes bricoleur et que vous aimez ça, moi j'aurais tendance à dire ne l'achetez pas équipé, comme ça vous créez vraiment votre univers. On va passer à la partie un petit peu moins marrante, donc la partie administrative, ce que vous devez vraiment savoir avant d'acheter une voiture en Australie. Le premier point c'est la regio, donc la registration du... Le premier point, c'est la regio, donc c'est la carte grise du véhicule en fait. Mais t'arrêtes de te foutre de ma gueule ou quoi? Désolé, on est un peu rouge, mais on vient de se taper un gros fou rire. Le premier point, c'est la regio, donc c'est une sorte de carte grise qui vous autorise à rouler. C'est l'identité du véhicule en clair. Voilà, et ça c'est valable dans tous les états, parce que ce qu'on va voir après, du coup, ce sera pas le cas. Pour un an, c'est environ 1 000 $, et pour 3 mois, c'est entre 250 300 $. Voilà. Ça, c'est un point que vous devez à tout prix vérifier. Il faut que la regio soit en cours, parce que sinon, c'est un casse-tête et ça va vous coûter vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir la remettre en cours, parce que ça va vous obliger à passer un contrôle technique. Et maintenant, je vais laisser Jérém vous parler du RWC parce que c'est un casse-tête pas possible. Il maîtrise mieux le sujet que moi, donc vas-y, on t'écoute. La RWC, c'est un contrôle technique qui va être réclamé par certains États. Certains États demandent que la voiture passe au contrôle technique tous les ans. Certains États, c'est juste avant la revente. Certains États, c'est tous les ans
et avant la revente, renseignez-vous, mais sachez que certains États demandent la RWC, sauf dans le South Australia et dans le Western Australia. Mais dans le Western Australia, ça peut arriver qu'elle soit demandée. D'où l'importance de se renseigner avant d'acheter la voiture, tout simplement. Donc dans un sens, c'est bien d'acheter une voiture dans un état qui demande ce contrôle technique parce que justement, ça vous assure que la voiture est en bon état. Ça vous assure que la voiture est en bon état, qu'elle a passé donc le contrôle technique, que tout va bien. Mais par contre, c'est vrai qu'au moment de la revente, vous allez devoir la faire passer au contrôle technique. Si jamais vous voulez rester 2 ou 3 ans en Australie et que vous voulez garder la même voiture, bah, c'est des frais à prévoir. Parce que des fois, même quand vous pensez que votre voiture elle a rien, on a rencontré pas mal de monde, pas mal de Français. Hier, par exemple, on a rencontré une Française qui nous a expliqué que son véhicule était en parfait état, mais ils ont trouvé des petits trucs, il y avait un petit peu de rouille là, des trucs vraiment, mais qui n'ont absolument aucune incidence sur les capacités du véhicule. Et là où surtout votre voiture passerait au contrôle technique en France, ben là potentiellement ça passe pas. Elle passe pas. Une dernière chose aussi, quelque chose que vous devez regarder, vous en avez sûrement entendu parler, les backpackers adorent acheter des voitures qui sont immatriculées Western Australia. Pourquoi? Parce que le Western Australia est le seul état où lorsque vous faites un changement de propriétaire, vous pouvez envoyer les papiers par courrier. Donc si jamais vous achetez une voiture immatriculée Queensland dans le Western Australia, sachez que vous allez avoir 15 jours pour retourner dans le Queensland pour pouvoir faire le changement de propriétaire. En clair, c'est la galère. En gros, pour vous résumer, si quelqu'un qui a une voiture avec immatriculée Queensland veut vendre sa voiture dans le Western Australia, elle va devoir changer les plaques du véhicule parce que personne ne va vouloir acheter un véhicule immatriculé Queensland et devoir aller jusqu'au Queensland, donc à l'autre bout de l'Australie, juste pour mettre la voiture à son nom. Et pour pouvoir changer les plaques, ça demande de passer le contrôle technique et donc ça rajoute encore des frais. Bref, vous avez compris, c'est la galère. Notre Pajero va être à vendre dans 2 mois, il me semble. Immatriculé Western Australia, nous serons certainement dans le Queensland. Pas de problème, vous pouvez tout envoyer par courrier. Petit message subliminal. Maintenant que vous avez pu vérifier que la région est en cours, que la voiture est passée au contrôle technique, que tout est bon, il est temps de passer à l'inspection du véhicule. Vous allez faire l'inspection de base. Donc regardez sous le capot, regardez s'il n'y a pas de fuite, des classiques quoi. On vous conseille, si vous ne vous y connaissez pas en mécanique, de payer un mécanicien, ça se fait beaucoup en Australie. Pour environ 150 $, il vous accompagne et il vient faire un gros check du véhicule avec vous. N'hésitez pas à mettre des messages sur les groupes Facebook de la ville dans laquelle vous êtes parce qu'il y aura sûrement un backpacker qui est mécanicien et qui pourra vous accompagner contre un petit billet. Ouais, ou une petite bière, même quand une petite bière, ça passera crème. Hein. Et si vous pouvez aussi avoir les factures d'entretien du véhicule, c'est encore mieux, donc ça vous assure... Nous on les a, hein. Nous, on a toutes les factures. Nous on a toutes les factures, on peut même faire des photocopies. Ah oui, d'ailleurs tu l'as pas dit ça, mais si des véhicules ont 300 000 km, les gars, c'est pas grave. Ah oui, ne vous affolez pas. C'est quand même beaucoup, mais avec un bon entretien, 300 000 km en Australie, c'est pas grave quoi, ça va. Pensez à faire un PPSR, donc ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais le PPSR c'est quoi? Ça vous permet de voir si le véhicule a des amendes impayées. Ou même si la voiture a été volée. Donc on vous mettra le site juste là ou dans la description, je sais pas. Mais voilà, c'est le site du gouvernement, vous faites un PPSR, ça coûte 2 $, donc ne vous affolez pas, c'est normal, ça coûte 2 $. Tout est bon, vous avez trouvé la voiture de vos rêves, elle a la radio, elle a le contrôle technique, elle a aucun problème. Et maintenant, il est temps de faire les papiers. Donc là, vous avez 14 jours pour mettre le véhicule à votre nom et vous devez aller au département des transports de votre ville, tout simplement. On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est vraiment hyper facile comme démarche. Il va vous falloir l'acte de vente, le passeport, permis de conduire, justificatif de domicile et ta carte bancaire parce que tu vas devoir payer une taxe de 3% sur le montant total du véhicule. Voilà. Environ 3%, ça dépend des états, ça peut changer, mais voilà, c'est dans ces eaux-là quoi. Les gars, l'assurance, donc il y en a beaucoup qui la prennent pas, on le sait, mais c'est ultra important. Pourquoi? Parce que vous avez une assurance qui est comprise, une assurance corporelle qui est comprise avec la radio. Mais cette assurance corporelle, elle vous couvre, donc elle couvre vos dommages corporels, elle couvre les dommages corporels que vous pouvez causer à autrui. Mais par contre, elle ne couvre pas les dommages matériels que vous pouvez causer à autrui si jamais vous êtes responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un accident et que vous êtes responsable, vous allez banquer et vous allez devoir payer vous les réparations du véhicule du gars que vous avez accidenté. Et si jamais le gars sur une Porsche, voilà, vous tombez sur une Porsche, vous allez être content du voyage. Dernière chose aussi par rapport à ça, on a appris hier que dans le New South Wales c'était différent, qu'il y avait une assurance à prendre supplémentaire pour couvrir les dommages corporels et on appelle ça la Green Slip.
Et ça, c'est vraiment spécifique au New South Wales. Donc nous, on est chez RAC et on paye 300 $ l'année. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on va assurer au minimum juste les dommages qu'on peut causer à autrui. Et dedans, on a la roadside assistance qu'on vous conseille fortement de prendre. Ouais, ça pareil, ne négligez pas non plus parce que l'Australie, c'est immense et selon où vous vous trouvez, il n'y a rien autour. Donc vous serez bien content de pouvoir appeler la dépanneuse et qu'elle vienne vous chercher gratuitement, quoi. Bon, assez parlé. Ça doit faire au moins 1 heure qu'on tourne, qu'on parle. Ça, ouais. On va avoir pas mal de tri à faire ensuite. Mais non, on va passer à la présentation de la voiture. Donc on va vous faire un petit car tour. Donc on va vous montrer ce qu'on a acheté, comment on l'a équipé. Comment on l'a équipé, on va vous donner un petit peu les prix aussi. Et puis on va reprendre la caméra en mode vlog parce que c'est ce qu'on préfère quand même. Hein. Notre petit 4x4, alors je vous présente le Page, un Mitsubishi Pajero de 1998. Ça peut faire peur, mais comme on vous disait tout à l'heure, ce n'est absolument pas un problème. Et d'ailleurs, c'est souvent les véhicules les plus robustes. Il nous a amené absolument partout. Il a 315 000 km. On l'a entretenu, comme on vous disait tout à l'heure, tous les 10 000, tout a été changé. Il est en super bon état, on l'a encore montré il y a 2 semaines. Il nous a dit que franchement, il était nickel. Ah oui, chose très importante aussi qu'il faut faire sur les vieux véhicules et qu'on a fait, on a changé la courroie de distribution. Une roue de secours avec une poubelle, donc ça nous permet de laisser absolument aucun déchet. La poubelle, elle est juste là, donc ça c'est hyper pratique. Un bidon d'essence et la pelle d'ailleurs qui s'est barrée. Je pense qu'on va la ramener en France. On va la ramener en France, elle nous a sorti de situation, mais on l'a utilisée tellement de fois. Ouais, donc c'est vrai que cette pelle, elle nous a beaucoup servi, notamment dans le Western Australia, parce qu'on est allé de nombreuses fois sur la plage et aussi dans des dunes. Vous vous doutez bien qu'on est resté bloqué, surtout au début quand on savait pas trop comment dégonfler les pneus pour rouler sur la plage. Et c'est vrai qu'on s'en est beaucoup servi. Donc les pelles, quand vous faites de l'off-road, c'est indispensable. Et le bidon d'essence, vous allez sûrement vous dire pourquoi vous avez un bidon d'essence sur le toit. On a traversé la plus longue route en ligne droite d'Australie. Donc il y avait peu de stations essence, donc on a préféré avoir un bidon tout simplement au cas où. C'est surtout que parfois, notamment sur la Nullarbor Board, vous pouvez vous retrouver sans station essence pendant des centaines de kilomètres. Maintenant, on a le haut vent. Alors ça, je vous avoue, on s'en est jamais servi. Ensuite, on a la rooftop tente. Alors ça, c'était notre maison, notre bébé, on l'a payé 1 000 $. Cette tente, elle est trop bien parce que déjà, elle est grande. Moi, je rentre facile dedans. D'ailleurs, si vous faites 2 mètres, vous pouvez rentrer dans cette tente, limite, mais vous rentrez. Il y a une petite moustiquaire, donc on ne se fait pas piquer. Il y a des fois 1 ou 2 araignées qui sont rentrées dans la tente, mais rien de bien méchant. Voilà. Donc regardez, elle a du coup 24 ans, mais elle est absolument nickel. Regardez ça. Donc voilà, le poste de conducteur. On a même acheté des housses pour les sièges justement pour pas les abîmer. Là, on a de quoi charger le téléphone. Bon allez, on passe à l'arrière. On va vous montrer un petit peu comment on l'a aménagé. On commence par le tiroir. Donc je vous montre l'intérieur. Donc ici, on a un petit peu tout ce qui est vaisselle, de quoi laver. Ici, on a les couverts. Et là, juste là, on a toute la nourriture. Et ce qui est super pratique, c'est qu'on a acheté une slide en plus et en fait, là, on peut clairement cuisiner. On a le frigo, donc c'est un 45 litres, on l'a acheté chez Kings. Puis on a aussi acheté la petite housse, donc ça c'est génial parce que ça permet de conserver la fraîcheur et surtout de moins consommer. Ma valise, donc elle prend beaucoup de place, mais ça va. En vrai. Oui. Là, on a trouvé un petit coin pour le cellier. Là, vous avez la double pompe, hyper importante pour pouvoir regonfler les pneus. Elle est géniale, celle-là, elle nous a coûté 200 $ chez Kings. Et franchement, en 5 minutes chrono, vous regonflez les 4 pneus. Ouais, double pompe, vraiment génial. Là, on a le gros bidon d'eau de 15 litres. Celui-là, pareil, il nous a vraiment dépanné pendant le road trip, notamment quand on était dans le désert. On ne trouvait pas d'eau parce que les seuls spots d'eau qu'il y avait, c'était de l'eau pas potable qu'il fallait faire bouillir avant de boire. Donc elle nous a sauvé la vie plusieurs fois. Ici on a la bouteille de gaz, donc là on a mis un petit sac pour mettre notre linge sale, la bassine pour faire la vaisselle et l'échelle qui nous sert à monter là-haut. Le petit bac à chaussures qu'on a choisi d'étendre juste ici. Là vous avez le petit étendoir pour faire sécher les vêtements, mettre les serviettes, tout ça. Là on a le gas cooker, donc ça nous permet de... c'est la cuisinière en clair, ça nous permet de faire à manger. Vous avez mon sac avec de quoi charger les téléphones et ordinateurs. La batterie auxiliaire. Pour ceux qui se demandent comment fonctionne la batterie auxiliaire, elle est directement reliée à la batterie principale qui est sous le capot. Et la batterie auxiliaire donc, nous permet de recharger le frigo et également de nous servir de l'inverteur pour pouvoir charger les téléphones et ordinateurs. Et bien sûr, la batterie auxiliaire se recharge en roulant. Et derrière le siège, on a également la petite table hyper pratique, elle prend pas de place, on a juste à la déplier en quelques secondes et puis c'est terminé.
De ce côté, il y a notre vie. Notre vie, il y a absolument tout l'électronique. Un sac pour stocker la caméra, le drone, la GoPro. Là, il y a mon sac. Là, il y a mon ordinateur. Là, il y a les chaises de camping, il y a l'enceinte. Et puis on a encore un petit stock de bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau, très important, no choice. Voilà. Donc vous voyez, elle est hyper chargée, mais c'est quand même... Je trouve qu'on a bien optimisé l'espace quand même. Ouais, c'est ça. Et là, vous devez sûrement vous dire, mais combien ça vous a coûté tout ça? On a acheté le véhicule 6 000 $ qui était annoncé à la base à 7 500. Donc on a réussi à avoir un bon petit prix. Mais comme on vous disait, on s'attendait absolument pas à avoir autant de frais parce qu'on a dû changer la timing belt, donc la courroie de distribution, l'alternateur, le radiateur. On a vraiment fait l'entretien complet pour avoir un véhicule tout neuf. On a changé les 4 pneus. On a installé la batterie auxiliaire, le frigo, le drawer. On vous a pas montré aussi, mais on a plein de matos dessous. J'ai oublié de vous montrer. Kit de premiers soins, plein de produits pour la voiture. On a des lampes torches de compétition pour pouvoir faire du camping la nuit. Enfin bref, on a acheté énormément d'équipements. Voilà, donc au total, entre l'achat du véhicule, le passage chez le mécanicien, le passage chez le mécanicien, le passage chez le passage chez le mécanicien, le passage chez l'auto-électricien, plus tout l'aménagement comme Jérém vient de vous dire, et la tente de toit d'ailleurs qui nous a coûté aussi 1 000 $ quand même. On en a eu pour environ 13 500 $. Donc c'est un gros budget, mais encore une fois, on a fait le choix d'acheter tout neuf et jouer la carte sécurité puisqu'on a changé tout ce qu'on vous a dit du coup dans la voiture. En tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. Cette vidéo va être un petit peu longue. C'est vrai qu'on n'a pas du tout vu le temps passer. On a beaucoup parlé. On va essayer de faire le maximum au montage. En tout cas, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et si vous avez des choses à rajouter aussi, ça aussi on insiste. On n'a pas la prétention d'être expert en PVT, d'être expert en voiture. Nous, on a essayé de se renseigner au maximum pour vous donner des informations les plus fiables possibles. Puis voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était surtout de vous aider parce que c'est vrai qu'on aurait aimé avoir une vidéo comme ça, notre arrivée en Australie, parce qu'on se posait beaucoup de questions quant à l'achat d'un véhicule. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a adoré la faire. Ouais, c'était trop cool. Vraiment, on a adoré. Puis on fait de gros bisous. Et vous savez ce qu'on vous dit, hein? On vous dit ciao.